Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Je me nomme Lago Kameh. DMG, je te suis depuis tes débuts. Depuis tes débuts, je te suis, tout ça. J'aime trop écouter tes histoires. Oh là là. Et je salue Sagesse de Paul, la dame de Turquie, l'homme de l'ombre. Monsieur Alès, je ne l'écoute même plus depuis, mais sinon, j'aimais bien l'écouter aussi. Bon, la famille, je viens aujourd'hui avec une histoire racontée par ma maman qui a vécu au Gabon. Au Gabon, là-bas, elle me dit, il y a beaucoup d'histoires. Elle me dit, il y a tellement d'histoires mystiques là-bas que elle a décidé de me raconter une histoire. Elle m'a dit que, bon, je peux raconter ça sur DMG TV si j'ai le temps. J'ai dit, d'accord. Comme il n'est jamais raconté là, ça c'est une opportunité pour moi donc de raconter pour la première fois. Elle me dit quoi? Elle me dit, là-bas au Gabon, comme elle faisait la couture dans les galeries là-bas au Gabon, il y a un endroit qu'on appelle les galeries où il y avait les couturières comme ça. Elle était parmi les couturières. Il y a une de les clientes là qui quittait souvent en Europe. Elle venait comme ça. Bon, quand elle vient comme ça, parfois elle les habille à coudre. Elle vient là-bas. Et elle aimait souvent bien papoter. Elle aimait souvent parler de son histoire pour sensibiliser parce qu'elle dit jusqu'aujourd'hui, elle regrette. Elle dit que l'histoire l'a marquée. C'est Dieu qui l'a gardée en vie, mais elle regrette parce qu'elle aimerait bien sensibiliser les gens. Aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de choses derrière ce train de vie qu'elle menait avant. L'histoire, c'est quoi? On va appeler la fille Vanessa. Je vais l'appeler Vanessa, la fille qui racontait l'histoire à ma maman et à ses collègues là-bas. Que Vanessa dit que elle avait deux autres copines. Je vais appeler ces deux autres copines Dorian et Stella. Elle avait deux autres copines où ils menaient les trains de vie vraiment waouh. Bon, elle menait une vie de star. Une vie pas comme les autres en fait. Elle menait une vie vraiment supérieure même à celle de leur famille à elle. Moi, ça dit qu'elle se prostituait. Elle avait tellement d'argent parce qu'elle se prostituait pour des hommes riches. Elle sortait même avec certaines autres personnalités même du pays qu'elle ne peut pas citer le nom. Bon, elle sortait avec certaines autres personnalités du pays là-bas qu'elle ne peut pas donner le nom. Qu'est-ce qui se passait? C'est que de constamment, elle sortait avec des hommes. Quand ces hommes avaient besoin d'elle, les hommes les appelaient, elle réalisait des fantasmes, des trucs comme ça, de la prostitution. Les hommes lui donnaient de l'argent. Elle a même fui la maison à un moment donné pour aller. Elle louait les grands appartements avec ses copines. Elle était tout le temps en voyage, tantôt dans telle ville pour manger la vie, tantôt dans telle ville. Elle est petite comme elles étaient, hein, 18 ans, 19 ans comme ça. Petites comme elles étaient là. Mais le train de vie qu'elles avaient un train de vie de pas possible vraiment. Elle dit, ces hommes-là accostaient constamment. Elle partait souvent embêtée. Parfois sur les canapés comme ça, elle voyait des hommes et tout ça. Là, on les accoste, on prend les numéros, on se donne un rendez-vous, on se donne un rencard. Et puis on passe la nuit. C'était un peu ce genre de vie-là dont Vanessa vivait avec ses copines. Elle dit à un moment donné, les hommes ne les accostaient plus. À un moment donné, ces hommes-là ont arrêté de les appeler. Elles ont dit, mais elles se trouvaient un peu déjà foirées, quoi. Elles ont dit, mais les hommes-là nous appellent plus comme ça que nous, maintenant, on va faire comment? Ils prennent même d'abord l'argent là où. C'est comme ça que Dorian dit que avant, elle avait une copine à l'école là qui lui avait parlé d'un gangan là vers la frontière et sa copine là lui avait donné le numéro du monsieur. Que le monsieur là fait des merveilles. Il peut te faire des trucs. Tu as de l'argent. Et sa copine qui lui a parlé de ça est dans la ville là jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'elles se sont intéressées à ça. Elles ont programmé un jour pour voyager et aller voir le gangan en question. Elle dit qu'elles ont pris la route pour aller voir le gangan en question. Elles ont pris la voiture parce qu'elles étaient véhiculées. Hein. Elles étaient véhiculées, pardon. Et Vanessa, elle ne pouvait pas avoir de voiture pour amener chez elle parce qu'elle avait trop de problèmes avec sa famille. Oh, Dorian n'était plus dans sa famille et tout ça, c'était là non plus. Bon, Vanessa était encore dans sa famille, juste qu'elle fuyait souvent à la maison. Elle part, après, elle rencontre la gronde et tout ça. On fait tout ce qu'elle va faire. On fait tout ce qu'on va faire sur elle et puis elle se retrouve en train de repartir encore. Elle dit, c'est comme ça, elles ont pris la route. Elles ont pris la route, parti. À un moment donné, c'est arrivé où c'est dans un village, où c'est à la frontière, un truc comme ça. Arrivé là-bas, elles ont croisé, il y avait des hommes en tenue. Il y a un homme en tenue qui quitte, il vient. Il demande aux filles de baisser la vitre de la voiture.
Et elle regarde dit que, mais vous êtes petite comme ça, la véhicule, vous partez où si jeune comme ça? Où est-ce que vous êtes en train de partir? Dorian dit que non, on est en train de partir en famille, on part en réunion de famille, on nous attend là, il y a juste une fête là, et puis on veut juste assister et tout. Bon, c'est notre maman qui nous a appelé de venir. Le monsieur dit que, ah, ok, vos parents c'est qui et tout? Il dit que non, ma mère c'est telle personne et tout. Il dit que, mais parce que je suis étonnée de voir des petits enfants comme ça véhiculer. Et vous fréquentez encore. Le monsieur est étonné. C'est comme ça que ça attire l'attention de un de ses collègues. Son collègue là quitte maintenant, il vient. Quand il vient, surpris, il voit qui Vanessa. Vanessa, c'est qui pour lui? Vanessa, c'est sa nièce. Bon, lui, il est l'oncle de Vanessa. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça qu'il a commencé à grondir. Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, non, tonton, j'accompagne seulement ma copine. Il dit, descends de là. On t'a pas déjà dit qu'on veut plus te voir avec tes copines? On t'a pas déjà dit que ce monde de ville, on veut pas vous voir? Où est-ce qu'elles sont en train de partir? Il a que dans tous les cas, je veux pas savoir où elle partait. Si elle veut partir, laquelle part. Mais toi, là, tu descends. J'ai dit, tu descends maintenant. C'est comme ça qu'il retire Vanessa de la voiture. Vanessa descend. Elle n'est pas partie avec ses copines. Ses copines sont parties. Elle a eu tellement mal que ses copines là sont en train de partir travailler peut-être l'argent comme ça. Là, elle va louper parce que son oncle a gâté son rendez-vous. Son oncle l'a repris après, allait déposer à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, sa maman a grondé. Tout le monde a bavaré sa tête. Il a dit, excuse-toi, elle s'est excusée. Dis que je ne dois plus jamais faire ça et tout. Elle s'est excusée devant les parents. Elle dit, elle est restée à la maison quelques temps. Après, ses copines là sont revenues. Quand ses copines là sont revenues, ses copines sont venues la chercher. Elles ont commencé à papoter, papoter. Ses copines ont dit que si tu as le temps, on peut sortir et tout. Elles ont commencé à programmer les sorties. Mais il faut qu'au niveau des sorties comme ça, mais ce sont ses copines qui salissent la table. Ses copines sont devenues friquées. Et maintenant, il y a Dorian qui a dit à un moment donné que, ah, il y a sa condition qu'elle doit remplir avant 48 heures. Si elle ne fait pas ça, elle ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est sa condition qu'on a donnée là-bas. Vanessa a demandé que, mais ta condition là, c'est quoi? Elle a dit que voilà les pièces de monnaie qu'on lui a données. C'était des pièces de 10 francs et 5 francs comme ça. Voilà les pièces qu'on lui a données. Elle doit aller dans un carrefour, méditer sur les pièces. Elle doit se déshabiller nue, arriver dans un grand carrefour de la ville, méditer sur les pièces et lancer ça au carrefour. Bon, elle doit lancer ça comme ça. Elle ne savait pas comment est-ce qu'elle va faire. Elle a dit, bon, un jour, on va sortir. Elle a dit, donc demain, on va sortir. Et puis, je vais essayer de faire ça. Vanessa a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Vanessa est rentrée. Vanessa voyait tout comment le train de vie, voyant comment le train de vie de ses copines ont changé, c'est devenu plus high que sa part. Elle a encore fui la maison. Elle est partie avec ses copines. C'est comme ça qu'elle a encore dormi dehors, restée dehors. Le lendemain, comme sa copine Dorian a dit là, parce que Stella apparemment a fait sa part. Mais Dorian n'avait pas encore fait sa part. Bon, du coup, le lendemain, quand Dorian s'est revu avec Vanessa et Stella, quand ils se sont revus à trois, question de partir encore papoter quelque part et tout. Elles sont arrivées dans un snack comme ça, arrivées là-bas. Elles ont laissé Stella disant qu'elles arrivent, elles partaient faire. Enfin, Stella connaissait déjà. Stella a dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Elles arrivent, elles prennent la voiture. Dorian dit qu'elle était Vanessa dit qu'elle était dans la voiture avec Dorian. Elle dit qu'elle prend la voiture. Elle roule, elle roule, elle roule. Elle regarde les carrefours. Il n'y a que les gens. 23 heures. Il y a les gens dans les carrefours. Elle dit que merde. Ça, c'est qu'elle marche en ce sens. Donc, je vais faire que comment? Elle a dit qu'elle n'a pas le choix. Il est à 23h30. Si elle ne fait pas ça avant minuit, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle préfère faire. C'est comme ça, elle s'est déshabillée dans la voiture, elle a pris les pièces de monnaie, elle est descendue. Elle dit que dès qu'elle est descendue de la voiture comme ça, la nue, les gens seulement commencent à crier que hey, toi là, tu fais quoi là-bas? Oh, ça c'est qui? C'est qui ça nu? L'attention des gens, donc, ça a attiré toute l'attention au carrefour. Elle a eu honte, directement, elle a visé ça en l'air, vous. Elle a parlé, visé ça en l'air, vous. Elle a directement pris le marathon, et vous. Entrée dans la voiture, boum, fermé seulement la portière, démarré, fou, parti avec sa copine Vanessa. Elle dit c'est comme ça que, malgré la honte et tout, elle a pu remplir la condition. Et après ça, elle dit elle est rentrée chez elle. Elle dit que sa copine Dorian lui a dit qu'elle est rentrée chez elle, elle a trouvé l'argent dans le sac. Bon, l'argent qu'elle a trouvé dans le sac, elle a changé même d'appartement. Elle a changé même de voiture. Vanessa maintenant avait mal que merde. Si je partais avec vous, n'est-ce pas? C'est que je suis aussi bien. Est-ce que tu peux parler même de moi à ton marabout là? Parce que je ne peux pas traverser. C'est que mon oncle est là-bas, je ne sais pas comment il va faire. Sa copine dit que non, laisse, il faut laisser. Toi, tu n'avais pas voulu venir et tout ça là. Toi, tu es encore là sous l'autorité des parents. Ton oncle, c'est qui? Il te parle jusqu'à tu descends. Toi, c'était qui? Lui, c'était qui, pardon? Lui, c'était qui? Il te parle jusqu'à tu descends et toi, il dit que ouais, maman, je vais faire comment? Lui, c'est mon oncle, je ne peux pas bagarrer avec lui, je ne peux pas faire la force avec lui. Sa copine dit que non, ça va, il n'y a pas de problème. On va seulement faire comme ça. Non? Quand on aura souvent les sorties et tout, on va t'inviter, on va aussi te dépanner et tout ça là. Elle dit, c'est comme ça qu'on la dépannait souvent. On la dépannait souvent. C'était là aussi. Elle faisait toujours des sorties. Elle rencontrait toujours des hommes et tout ça là. À un moment donné, Vanessa a eu l'opportunité d'aller en Europe. Quand elle est partie en Europe là-bas, elle a laissé ses copines ici. Bon, par derrière, elle ne sait pas comment, avec ses copines, comment ça s'est passé par derrière. Mais elle dit que quand elle est revenue de l'Europe, peut-être 2, 3 ans après, quand elle est revenue, des années après en fait, elle est revenue de l'Europe. Quand elle a tamponné la mère de Dorian pour savoir, hey, maman, bonjour, comment tu vas et tout? Comment va Dorian?
la mère de Dorian lui fait comprendre que Dorian est malade. On ne sait même pas ce qui se passe sur elle. Que Dorian est tellement malade. Dorian a tout maigri. Elle ne sait pas dire, hey, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents disent qu'ils ne savent pas. Sa maman dit qu'elle ne sait pas. On a même cherché. On ne comprend pas ce qui se passe. À l'hôpital, rien. De manière traditionnelle, on dit seulement, on ne sait pas. C'est comme ça, Vanessa décide d'aller chez la maison, dans la maison de Dorian, essayer de voir l'état de sa copine. Quand elle arrive là-bas, elle trouve Dorian allongé sur son lit. Dorian est devenu maigre. Dorian qui était brune, belle, est devenue noire. Tellement noire, elle ne la reconnaissait plus. Elle dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a directement pensé que, hey, c'est pas par hasard l'histoire qui s'était passée avec le Ngangan là et tout. Peut-être ça a tourné au vinaigre par derrière, vu qu'elle n'était pas au pays là. Elle dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne sait pas. Elle dit qu'elle a vu l'état de Dorian comme ça. Elle dit que ce qui l'a un peu choqué et ce qui l'a un peu fait trembler, c'est qu'à côté de Dorian, elle a trouvé les pièces de 500 francs et de 10 francs là, dans son état de maladie. Elle dit qu'elle a vu ça, ça l'a un peu fait un genre. Vu que Dorian était dans un état où elle ne pouvait pas trop s'exprimer, elle a dit, ah, ou qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de voir Stella pour causer avec Stella pour savoir ce qui s'est passé. Stella a dit, ah, maman, c'est compliqué. Stella aussi ne veut pas parler. Stella a dit justement comment c'est compliqué. Comment c'est compliqué. Comment elle met là où elle a la peur. Le lendemain, on annonce la mort de Dorian. Voilà donc les deux copines maintenant. Après, elles ont assisté au deuil de Dorian et tout. Au moment de partir faire l'enterrement, quand on met le corps, on décide de voir le corps et tout ça là. Quand elles sont parties là-bas, la famille voit le corps, tout le monde voit le corps. Dorian dit que, Vanessa dit qu'à son tour qu'elle est partie voir le corps de Dorian. Elle est partie avec Stella. Elle dit qu'elles font la ronde pour voir le corps comme ça là. Elle voit Dorian dans le cercueil avec les pièces de 10 francs et 5 francs là dans son cercueil. Ha. C'est là où alors le cœur battait pour de vrai. C'est là où le cœur a commencé à battre, les larmes ont commencé à couler. Vanessa dit qu'elle a commencé seulement à pleurer, les larmes ont seulement commencé à couler. Mais les parents se sont demandé qu'il y a quoi. Elle disait seulement que non, c'est les copines. Parce que la façon qu'elles ont tremblé, on demandé que mais il y a quoi. On a compris que c'est pas seulement la douleur du deuil, sinon peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dit que non, c'est rien et tout ça là. Vanessa dit qu'elle ne peut pas garder ça pour elle. Elle a dit à Stella que maman, si tu ne veux pas parler, moi je vais seulement parler au moment des témoignages, là, moi je vais parler. C'est comme ça qu'on a donné, à un moment donné, on a donné la parole à Vanessa, vu qu'elle avait besoin de s'exprimer. Elle dit qu'elle a raconté l'histoire de la vie qu'elle menait avec les hommes et comment elles sont parties chez le marabout et tout ça avec Stella et tout, mais pas derrière ne connaît plus la suite. Elle a donné que voilà la condition qu'on avait demandé de faire comme ça, mais pas derrière ne sait pas ce qu'il y a dans le tué Dorian, mais elle sait que ça peut provenir de là. On a demandé les explications à Stella qui n'est pas venue pour aussi à parler. Stella aussi était là comme ça, là, tremblante en pleurant. Les parents de Stella qui étaient également là au deuil ont directement décidé de prendre leur enfant, amener dans un autre village, loin, loin, loin là-bas, pour travailler sur leur enfant. Quand elles ont pris Stella pour aller dans le village et travailler sur elle, elles ont commencé à faire des médicaments sur elle. Parce que Stella aussi a commencé à dire comment elle-même ne dort plus bien. Elle voit des serpents, elle voit de l'argent qu'elle avait, ça commence à disparaître. Elle fait comme ça, elle voit même le marabout là souvent, parce qu'elle est seule. Dans les rêves, même, elle ne parvient pas à dormir. Ses parents l'ont donc pris, ses parents l'ont amenée quelque part. Elle dit qu'on a travaillé sur Stella, travaillé sur elle, travaillé sur elle, mais à un moment donné, elle continuait toujours à voir les serpents, elle continuait toujours à voir les gens, elle continuait toujours à voir le marabout. Elle était la seule à le voir en fait. Bon, elle a commencé à délirer comme ça, parce qu'elle est devenue folle. Jusqu'à aujourd'hui, elle dit que jusqu'à aujourd'hui, la Stella, elle est folle. Bon, parfois, tu vois un peu, elle est normale, il y a des jours, elle est normale, il y a des jours, elle se déshabille nuit, il y a des jours, elle court au carrefour. Bon, elle n'est plus normale en fait. Elle a perdu sa tête comme ça. Elle dit que maintenant, elle de ça, la malchance qu'elle a eue dans ça, là, c'est que jusqu'à aujourd'hui, elle-même Vanessa qui dit que jusqu'à aujourd'hui, elle, ce qu'elle a récolté dans tout ça, c'est qu'elle ne peut pas accoucher. Bon, de son âge qu'elle a aujourd'hui, là, plus de 40 ans, elle ne peut pas enfanter. Cliniquement même, elle est partie. N'importe comment, de manière traditionnelle ou rien, qu'elle ne peut pas enfanter. Elle dit que c'est ça là. Quand elle regarde les petites filles d'aujourd'hui sauter, monter dans n'importe quoi, n'importe comment là. Elle regarde comme ça, dit seulement que vraiment. Elle n'hésite pas de raconter cette histoire à qui veut entendre pour sensibiliser, pour dire que la vie que vous faites là, vous n'avez même pas fait. Moi, j'ai fait plus que ça. Bon, il faut vous calmer un peu. Elle dit qu'elle voit les petits-enfants faire ça. Vraiment, elle se soucie beaucoup. Elle regarde comme ça. Elle dit qu'elle raconte ça comme ça. Pourquoi? Parce que elle veut que chaque personne sensibilise sa petite soeur ou son enfant. Que la vie de dehors qu'on ne nous trompe pas, il y a des répercussions. L'argent qui se gagne durement là ne se donne pas facilement comme ça. Elle dit là, voilà elle, malgré tout ça, ce qu'elle a récolté aujourd'hui là, c'est quoi? Rien. Elle est en Europe même. Elle est un peu aisée aujourd'hui, mais elle ne peut pas enfanter. Elle est là comme ça, seule, seule.
Elle est là comme ça, neutre. Elle a là une vie comme ça aussi. Elle n'est pas heureuse même. Même mentalement, elle n'est pas heureuse. Quand tu la vois, tu penses qu'elle est heureuse, mais elle n'est pas heureuse. Elle dit ça autrement qu'elle n'est pas heureuse. Bon, c'est l'histoire que ma maman a partagée avec moi, question de sensibiliser et tout. Et j'ai tenu à raconter cette histoire chez DMG parce que c'est une plateforme de sensibilisation. Bon, la famille, on se retrouve prochainement pour d'autres histoires mystiques. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. En fait, l'histoire est comme ceci. J'étais allée prier quelque part. Je suis une chrétienne. J'étais allée prier quelque part dans les années, ça fait 10 ans de cela. Dans les années 2012, 13, 14, j'ai passé du moment dans ce lieu de prière. J'allais constamment en ce lieu de prière sans savoir que ce faux pasteur était sorcier. Je suis allée prier et ce monsieur me faisait la cour. Je me suis dit, mais comment ça? Quand j'ai expliqué à une sœur, la sœur me dit que non. Il faut prier pour lui pour qu'il change. Au fond, ce n'était pas une bonne idée de rester dans le lieu. Ce monsieur a réussi à me faire du fétiche. Au fond, il était dans les sciences occultes. Il m'a fait perdre la mémoire. Il est sorti avec moi sans que je le sache. Il le faisait constamment. Et sans que je sache, au fond, il était dans les sciences occultes. Donc, il y a des pasteurs qui sont dans des sciences occultes et qui se disent chrétiens. Ils prêchent la parole de Dieu. Ils enseignent la parole de Dieu et les gens acceptent. Même sur les réseaux sociaux, ils disent Jésus revient bientôt. Au fond, il est dans les sciences occultes. Et c'est après 10 ans que j'ai eu conscience. Je me suis dit, mais je faisais quoi? En fait, je ne savais pas ce que je faisais. Ce ne sont pas de mes habitudes de côtoyer les hommes, aller avec les hommes. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Du coup, la mémoire est revenue après 10 ans. Donc, il m'a fait perdre la mémoire pendant 10 ans, ce démon en fait. Jusqu'à ce que j'ai retrouvé la mémoire. Et lorsque j'ai appelé ce monsieur, je me suis dit, mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Moi, j'étais partie prier. Vous savez que j'ai une vie de sanctification et j'ai une vie de chasteté. Comment vous êtes arrivé à m'utiliser ainsi? Ce soir-là, il m'est apparu dans la chambre. J'étais déguisée en mari de nuit. C'est une histoire vraie, réelle, que personne ne peut croire. Rien que la vérité. Nous devons faire très attention. Le monde est mauvais. Vous voyez que pasteur, parfois nos difficultés ne viennent pas de nos familles, mais viennent de là où nous allons confier nos problèmes, nos secrets. À Dieu soit la vengeance et la justice. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la famille et à tous les abonnés. DMG, je viens encore avec une autre histoire aujourd'hui. Toujours une histoire que j'ai vécue. Là, c'est quand j'étais encore enfant. J'avais, si je me trompe pas, entre 6 et 7 ans. Parce que moi, j'ai des souvenirs encore de quand j'avais encore là mes 2 ans jusqu'à aujourd'hui, en 2025 comme ça. Bientôt, j'ai 37 ans, mais j'ai encore les souvenirs de l'âge de 2 ans, 3 ans dans ma tête. Ça, c'est une histoire qui s'était passée, si je me trompe pas, les années, si je me trompe pas, 95, 96, à Yoko. Nous étions à Yoko, c'est la ville, l'une des villes qui est située au centre du Cameroun.
si c'est que je ne me trompe pas, selon la géographie. Là-bas, mon père, c'était un gardien de prison. On a été affecté à Yoko. Et Yoko, à l'époque, était réputée comme une ville mystérieuse, un peu comme euh, une ville où il se passait des choses très, très mystérieuses. Déjà, pour arriver à Yoko, pour quitter Yaoundé et arriver à Yoko, c'était un parcours du combattant. À l'époque, selon aussi les histoires, j'étais encore petit, mais selon les histoires que racontaient un peu mes grands frères, mes grandes sœurs et mes parents. Mais Yoko, déjà, il n'y avait pas de courant à Yoko. C'était un groupe qui alimentait la ville. Et on lançait le courant seulement à partir peut-être de 18 heures. Là, c'est quand il y avait le courant, hein, quand il y avait le gazole pour alimenter le groupe. Mais quand il n'y avait pas le gazole, on pouvait faire des mois et des mois dans le noir. Ce qui se passait à Yoko, c'était que à partir de 18 heures, personne n'était plus dehors. On ne voulait plus voir les gens dehors, les enfants. En bref, 18 heures, toutes les maisons étaient déjà fermées. Il y a eu un moment à Yoko où, dans cette ville, lorsque tu fermais ta porte, tu l'ouvrais encore seulement le matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un phénomène. Il y avait, lorsqu'il est à peu près à partir de 18h, 18h30, 19h, il y a les gens qui vont commencer à venir toquer au niveau des portes des maisons. Et lorsqu'on toque, si tu ouvres ta porte, chasse que c'est ta fin. Tu vas ouvrir la porte, tu ne vas voir personne. Chasse qu'on t'a déjà pris spirituellement. Et il y en a qui faisaient cette erreur, qui ne connaissaient pas, qui ouvraient la porte. Cette période-là était passée. Mais il y a eu un jour, parce que j'avais mon grand frère, paix à son âme, il était têtu. Il était têtu jusqu'à. Et mon père, parce que c'était l'aîné des garçons, le deuxième né de la famille, mais l'aîné des garçons. Et mon père, lui, il était un gardien de prison. Lorsque mon père voulait le punir, mon père le punissait comme s'il punissait un prisonnier. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce que mon grand frère avait fait. Parce que mon grand frère, lui, il était tellement têtu qu'il y avait des moments, si, parce qu'on travaillait beaucoup les champs, le papa utilisait beaucoup les prisonniers pour travailler les champs de patates, arachides, ignames. Et à Yoko, la terre est fertile. Jusqu'à nos jours, la terre est toujours fertile. Quand tu vas là-bas pour faire tes plantations, tu es vraiment pénable. Surtout que la route est déjà opérationnelle actuellement. Donc, c'est comme ça que mon grand frère, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et le papa l'avait puni. Le papa n'avait pas voulu le fouetter ce jour-là. Mais le papa l'avait puni. Le papa le punit comment? Il lui dit de remplir un fût d'eau. Et il était 18h30, 19h. Mon grand frère en question devait remplir un fût d'eau de 200 litres. Et là où on peut puiser l'eau, c'est dans un champ de cacao, environ d'une distance, je vais prendre la distance de quittant le rond-point de la poste centrale jusqu'au Hilton Hotel. Pour ceux qui connaissent Yaoundé et ceux qui connaissent le Cameroun, en quittant du rond-point de la poste centrale pour le Hilton Hotel. Donc, la distance de la maison jusqu'à là où le grand frère devait puiser l'eau. Et tout ça, tu devais traverser un champ de cacao. Tu devais traverser un champ de cacao.
Imagine, il est entre 18h30 et 19h. Et à Yoko, la nuit tombait vite à cette époque-là. Surtout que c'était encore comme un village, une nouvelle ville. Ce qui fait donc que mon grand frère a commencé à puiser l'eau. Il a commencé à puiser l'eau. Il a commencé à puiser l'eau. Quand il fait entre le deuxième et le troisième tour, on l'accompagnait avec la lampe. Lorsqu'on l'accompagnait avec la lampe, nous sommes passés dans le champ de cacao. Tu connais les pistes des champs de cacao DMG. Les pistes des champs de cacao, il peut y avoir un champ de cacao, mais ce n'est pas une route, mais c'est juste une piste, là où les gens passent pour aller d'un point à un autre. C'est comme ça, DMG, on est là. Au deuxième tour d'abord, je pense bien entre le deuxième et le troisième tour, on descend dans la cacaoyère pour aller puiser l'eau. On trouve un seau. Je dis bien, on trouve un seau en train de fumer la cigarette. En venant de loin, tu connais quand quelqu'un fume la cigarette dans la nuit. Lorsqu'il tire, tu vois juste comment le mégot est rouge. Et lorsqu'il lâche, ça baisse. On pensait que c'était quelqu'un qui est aussi venu puiser l'eau, puiser de l'eau. On a trouvé un seau en train de fumer la cigarette. DMG, mon grand frère nous a prévenus, n'ayez pas peur. Il a dit, n'ayez pas peur, puisons seulement l'eau, on part. On a puisé l'eau. Le grand frère a rempli son récipient. Nous, on tenait la lampe. Tempête de l'époque, la lampe, c'est là où on met le pétrole avec une mèche là et ça, une glace. Un peu comme dans les films western, là, c'est là-bas qu'on utilise encore les choses comme ça à l'étranger. On a puisé l'eau, on est parti. DMG, on est encore revenu, je pense bien pour le 4e tour pour puiser l'eau. Lorsqu'on revient pour le 4e tour pour puiser l'eau comme ça, c'est comme ça que, au retour, lorsqu'on puise l'eau, au retour, on trouve une grosse pierre en route sur la piste. Une piste sur laquelle on passe, on a déjà fait plusieurs tours. On ne voit pas la pierre, il n'y a pas de pierre. Mais on descend au point d'eau, là où on puise l'eau, on trouve le seau en train de fumer la cigarette. On puise notre eau. Mais lorsqu'on porte notre eau pour rentrer, on trouve une grosse pierre sur la route. Ah! Mon grand frère s'arrête. On évite la pierre. On passe, on part. Tout ceci, c'était juste toujours des tentations pour voir est-ce qu'on aura peur ou pas. Mais sans vous mentir, DMG, moi j'avais peur. Malgré qu'on était 3, parce que nous étions 3. C'est comme ça que je me comprends entre le 4e, le 5e tour. Moi, j'avais les affaires de 5, 6 ans, hein, un peu comme je dis là. On revient, lorsqu'on revient, pour aller encore puiser l'eau, on trouve que la pierre n'est plus là. Il n'y a plus la grosse pierre qu'on a laissée en route. Ce n'est plus là. Mon grand frère a dit, ne continuons plus à puiser l'eau. On rentre à la maison. On est rentré. Le papa voulait le fouetter. C'est là où ma grande sœur, qui était avec nous, ma grande sœur dit au papa que ce qu'on a déjà vu là-bas en route là, c'est là où c'est la maman qui dit au père que laisse-les.
Tu connais la sorcellerie qu'il y a dans cette ville-ci là. Quand tu punis l'enfant dans la nuit, il fallait le laisser, tu le punissais, tu lui disais le matin, il doit remplir les récipients. Mais quand tu fais ça dans la nuit comme ça, ce n'est pas bien. Parce que quand le papa avait déjà bu, il maltraitait mon grand frère là comme si c'était un prisonnier. Donc, voilà un peu l'histoire. Ce que je vais dire comme leçon à tirer ici, c'est que attirer l'attention des parents, quel qu'en soit ce que l'enfant a fait, il faut avoir une punition atténuante, c'est-à-dire une punition modérée. Au lieu de jeter l'enfant comme à la vindicte populaire, parce que là, dans le noir, dans une ville où il n'y a pas d'électricité, dans une ville où il se passe des choses vraiment, ceux qui connaissent Yoko, à Yoko, il y a des pygmées aussi, comme il y a aussi des pygmées à l'est, comme il y a aussi des pygmées au sud. Parce que voilà les 3 zones là où il y a les pygmées au Cameroun, l'est, le sud et une partie du centre, c'est-à-dire le côté de Yoko. Donc, DMG, vraiment, il faut que les parents sachent comment punir les enfants. Parce que parfois, ce que tu ne connais pas peut te connaître. Mais c'est vrai qu'on dit que ce que tu ne connais pas ne peut pas te connaître. Mais il y a des moments que tu peux récolter sur ce que tu ne connais pas. Donc, voilà un peu mon histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir. Je viens maintenant pour interpeller la population, la jeunesse, filles comme garçons, puisque j'étais en train de suivre vos émissions là et j'ai décidé de publier. Bon, je suis à Yaoundé il y a de cela quelques temps. Ce mois d'août, je parle du mois d'août comme ça. Un dimanche matin, j'avais reçu une invitation par message via Facebook. Voilà, quand j'avais reçu cette invitation, automatiquement, j'avais d'abord regardé la personne qui m'envoyait l'invitation, et en plus regardé nos amis en commun. Subitement, j'avais constaté que j'avais une seule amie en commun avec la dame qui m'a envoyé l'invitation, parce que c'est une dame. Et je ne pouvais pas... Bon, j'avais quand même validé. J'avais dit, parce qu'on est parfois dehors, on fait des petits business et parfois on se dit qu'on ne sait jamais. Donc, c'était comme ça. On avait commencé à s'écrire. Je savais qu'il y avait peut-être une nouvelle pour moi ou bien une bonne information. Mais j'étais resté jusqu'à je causais avec la dame. Elle me demande mon âge, je lui donne mon âge. Elle me dit, elle me donne aussi son âge, donc elle dit qu'elle avait 6 ans de plus que moi, donc plus âgée que moi. Et c'est alors elle commence à m'appeler petit frère, Je dis qu'il n'y a pas de problème. Oui, oui, et c'est comme ça que je reste, donc on continue à s'écrire. Elle me dit, c'est moi-même qui lui dis, je suis comme ça à la maison un dimanche, c'est parce que je n'ai juste pas la possibilité de te rencontrer. Et sinon, c'est un dimanche, j'allais aussi partir en distraction. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, tu restes de quel côté? Je lui parle de mon quartier. Elle me dit qu'elle est encore au bureau. Je lui demande, tu sors à quelle heure? Elle me dit qu'elle sort autour de 17h. Et elle me dit, quand elle va sortir, il va falloir qu'elle m'appelle, on s'assoit, même on cause comme ça. Je dis, peut-être que ça va. Après, là, je réfléchis, je l'écris, je lui dis que je n'ai pas de l'argent, je ne veux pas me déplacer. Elle m'a dit, non, tu peux prendre de l'argent, tu peux prêter de l'argent, je viendrai te rembourser. Je dis, ok, il n'y a pas de problème.
Et c'est comme ça que je décide de prendre de l'argent. Elle me demande le point de rencontre. Vu qu'elle m'avait déjà envoyé son numéro, je lui dis c'est au Carrefour Mec. Oui, ceux qui connaissent bien le Carrefour Mec. Je lui dis c'est au Carrefour Mec qu'on peut se rencontrer puisqu'elle m'avait dit qu'elle était à Etouguébé, le quartier Etouguébé. Donc je m'étais déplacé et arrivé là-bas, j'étais descendu de la voiture, du taxi. J'étais resté d'abord là pour vérifier et regarder l'atmosphère. Bon, à un moment, j'avais pris mon téléphone, je l'avais appelé, elle me dit, tu es où? C'est toi qui es en blanc là? Bon, bien vrai, j'étais pas habillé en blanc. Je lui dis, oui, c'est moi. Elle me dit, oh, traverse, je suis dans une Yaris de couleur bleue là. C'est comme ça que je dis, tu disais, elle me dit, non, je dis que je demande si c'est toi qui es en blanc. Non, je dis, je ne suis pas en blanc, je suis en... Oui, pourtant, j'avais bien suivi ce qu'elle me disait. C'est comme ça alors que je traverse. Pour une première fois, je vois une dame, elle est garée, j'ouvre la portière, je ne l'avais même pas saluée avec la main, même faire un bisou, non. J'étais entré dans la voiture, j'avais juste contrôlé le derrière de sa voiture en montant. C'est comme ça, elle m'a dit qu'on peut alors s'asseoir où là. Je lui dis, ah, on peut, il y a des places là, on appelle là au Carrefour Mec Makenene, il y a des places là, on peut s'asseoir là et peut-être causer sur ce qu'on peut causer. Elle me dit, bon, automatiquement son téléphone avait sonné, elle me dit que c'est mon fils qui m'appelle, là, elle veut sortir avec la voiture. Donc il faut que je l'appelle venir prendre la voiture, soit je vais, on part à Etouguébé dans son quartier. Moi je suis un homme, je dis ok, allons-y, mais avec plus de prudence dans mon cœur. C'est comme ça qu'on quitte alors. On arrive à Etouguébé, elle donne la voiture à son fils et nous on était partis s'asseoir comme ça. Elle me donne une première petite Guinness. Je bois automatiquement, elle dit qu'on double. Dans ma tête, je sais intérieurement qu'elle a certainement quelque chose à me dire. Donc, moi, je fais parfois dans le business. Peut-être qu'elle a eu de mes nouvelles, des informations sur moi. Bon, elle peut quand même me dire quelque chose de bon. C'est comme ça que on cause. Il y avait tellement la vibration, la musique et tout. C'est là, avant même de lui parler, on était là, elle ne me disait rien de bon. Elle ne faisait que regarder mes photos de profil, toutes mes publications, elle regardait. Ok. Comme on était là, c'est comme ça que j'ai un gars aussi qui vient d'une trentaine aussi, qui vient s'asseoir à côté de nous. On était en train de regarder le match. Elle était là, elle ne disait rien de bon, elle était juste assise là. Et subitement, comme ça, je vois comment elle était parfois concentrée, comme si elle réfléchissait, comme si elle pensait à quelque chose. Puisqu'elle était déjà concentrée avec le garçon, c'est comme ça que moi, je l'interpelle. Je lui dis, ah, comment tu fais comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, laisse-moi, je suis en train de regarder la télé. Pourtant, bon, je ne pouvais pas imaginer. Et subitement, comme ça, je lui dis, il y a trop de bruit si on ne peut pas causer. Et elle me dit, ok, finissons, nous partons. On était quittés de ce bar, on avait traversé la route, arrivé de l'autre côté. Elle m'avait encore donné une grande Guinness. Et elle prenait la chile. Donc c'est comme ça on passait notre... Quelque temps, j'écoutais qu'elle me dise quelque chose de primordial, quelque chose d'important. Rien ne me disait rien de bon. Bon, j'étais comme ça. À ma grande surprise, quand à 20h passées, on était là, elle m'avait on causait juste là, elle me dit, ah, c'est bien de chercher de l'argent, il faut chercher à devenir riche. Donc c'était juste ça qu'elle me disait. Donc réellement, elle ne touchait pas. Bon, moi, elle prenait ça comme ça. Puisque de ce côté, je sais pas, ne vient pas pour me tester pour la richesse. Je cherche positivement de mon côté, bref, j'en passe. Et c'est comme ça qu'on s'était, à 20h passées, elle avait une urgence, elle devait encore se rendre au bureau parce qu'elle avait des appels là. C'est comme ça que je me lève. Et subitement, elle vient encore me laisser au Carrefour Mec. Elle prend l'argent, elle me donne. C'était rien, hein, c'était 2000 juste. Je l'avais dit qu'il voulait juste le transport. Oh, et j'étais rentré.
Ça, c'était un dimanche. Lundi matin, je prends mon téléphone, je l'écris par message. Je lui dis, bon, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi avec ta famille par la grâce de Dieu. Et de mon côté, Dieu a fait grâce. Je suis debout. C'est comme ça qu'elle s'énerve. Elle me dit, ne me prends pas pour la vulgarité, ne me prends pas pour les filles du dehors. C'est là où je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, regarde ton messenger. Je regarde mon messenger, là, je ne vois rien. Sauf qu'une autre personne a utilisé mon téléphone et a supprimé les messages. Je lui dis, non, je ne vois effectivement rien. Mais certainement, quand je regarde même les messages supprimés comme rien de bon. C'est comme ça que j'étais resté. Lundi matin, j'avais essayé d'insister là, subitement, elle m'avait bloqué à Facebook. Ah, j'étais resté tranquille. Moi, je suis un homme, je porte pas de bijoux. Bon, je porte pas de bijoux. C'est rare même que je porte la montre. C'est comme ça, un mercredi, oui, je m'étais rendu à Mokolo pour faire quelques petits achats là. Étant là-bas à Mokolo, j'avais vu un monsieur qui vendait des chaînes. Et moi, je ne savais pas. Bon, j'ai été intéressé par une gourmette. Le monsieur taxait la gourmette à 8500. Bon, j'avais dit, OK, il n'y a pas de souci. Et on avait discuté, on avait fait le prix, j'avais acheté. J'étais rentré avec la gourmette, une très belle gourmette. Une gourmette qui était vraiment très bien. C'est comme ça que je rentre avec la gourmette à la maison mercredi. Dans la nuit, au salon, là, j'avais enlevé la gourmette avant d'aller me coucher. Elle était posée là. Autour de minuit, c'est comme ça que je fais un rêve. Comment quelqu'un passe à côté de moi, un homme, il passe, il revient, il passe, étant en blouse. C'est quand dans mon esprit, l'esprit me dit que cette chaîne que tu as achetée là, ces gens sont là pour ça. Donc tu entres en contact avec eux. C'est là où je dis, comme moi je suis chrétien, c'est là où je dis au nom de Jésus. Et le monsieur, dès que j'avais dit au nom de Jésus, le monsieur avec celui qui faisait les tours autour de moi là, avait fait comme si quelqu'un dont le courant a attrapé. Il avait commencé à trembler là avec je ne sais, comme quelqu'un qui est électrocuté, je sais quoi dire. Voilà, c'est comme ça alors que il passe subitement, comme je parlais là, je vois comment des gens sortent devant moi. À minuit, j'étais seul à la maison, à minuit. Et j'avais commencé à combattre avec des versets bibliques. On combattait. Et parmi, ils étaient peut-être au nombre de 10. Et il y avait 2 femmes. Peut-être 2 femmes. C'est comme ça que le combat a été rude. Et quand comme le combat a été rude comme ça, Dieu, dans la vision, dans ses rêves, m'avait envoyé des gens pour me secourir. Une personne pour me secourir. C'est quand la personne là se lève pour me secourir, puisque dans le groupe, il y avait une femme au milieu qui était en pain. Et elle me répondait à tous les coups. Dès que je parle ceci, je dis ici, dans les cieux et sur la terre, c'est Jésus-Christ qui est roi. La dame là me dit, non, c'est nous qui sommes les rois de la terre. Je vous parle. Et à ma grande surprise, là, j'étais resté là. Quand le monsieur là se lève pour intervenir, il dit non, ce qu'il dit, c'est Jésus-Christ qui est le roi dans les cieux et sur la terre. C'est comme ça que le monsieur là se place à ma droite et il commence à les combattre. C'est comme ça que je me réveille. Je frissonnais en homme, je frissonnais dans ma chambre. Je ne sais pas comment je peux dire, ça n'allait pas. C'est comme ça que je me réveille, je vois, c'est comme si ma maison était hantée. Je ne peux vraiment pas vous mentir, c'est comme si c'était tellement hanté. Et c'est comme ça que j'étais resté là, j'étais en train de réfléchir à propos. Et bonsoir. Et c'est comme ça que je reste, je tremblais chez moi à domicile. Dans ma chambre, j'étais là, je ne pouvais même pas sortir au salon. Et parce que dans mon cœur, je disais que si je sors là, la chaîne que j'ai achetée là, parce qu'on me montrait dans les rêves comment c'est pas la chaîne là a tissé un lien avec des gens là. Quand je me réveille, donc je commence à réfléchir. C'est là subitement mon esprit me dit que la femme qui était au milieu là, c'est la femme avec qui tu étais l'autre jour. Oui. Et c'est là où on me présente encore le haut.
le haut de l'habit que la femme la portait, mais en bas, cette fois-ci, elle était en pagne. Le matin arrivé, je ne pouvais pas dormir. Le sommeil m'avait repris peut-être à 4h30 ou 5h. J'avais dormi. C'est comme ça que j'appelle les hommes de Dieu. J'appelle un homme de Dieu. Il me demande d'aller chez lui. On était parti. Je l'avais expliqué. L'homme de Dieu me dit que la chaîne n'a pas un problème. C'est la femme là qui m'a amené à pousser la chaîne parce que c'est une sirène des eaux. Donc, elle voulait avoir accès à moi. Il fallait qu'elle passe par la chaîne. Donc, les sirènes des eaux fonctionnent beaucoup avec la chaîne, avec les bijoux. C'est comme ça qu'il reste. On avait laissé rendez-vous, je dis à 2 ou 3 personnes, je dis bien 2 ou 3 personnes dont j'avais essayé de parler de ça. Tous ces gens me disaient que la femme là est une sirène des eaux. C'est comme ça qu'on fait des prières. Je fais ce dont on m'avait demandé de faire avec la chaîne là. Et c'est comme ça que la situation s'était arrêtée. Donc pour dire que les invitations maintenant, et en passant, sans oublier, quand j'arrive, l'homme de Dieu me dit que la femme là n'a pas fait ça avec moi, elle fait ça avec plusieurs personnes. Et quand j'avais fait des recherches, elle est dans le corps médical, donc les blouses que je voyais dans la vision. La femme là, ils sont dans un groupe là-bas, dans son lieu de service, en train de faire ce jeu. Et l'homme de Dieu m'avait bien dit que ce n'est pas à toi seul. Il y a des âmes qui partent comme ça parce que c'est son domaine. Et quand j'étais avec la femme, je l'avais demandé que pourquoi tu as choisi t'asseoir avec moi? Elle m'avait dit non, elle fait ça avec plusieurs personnes. Quand elle rentre du travail, elle cherche une personne avec qui passer du temps. Donc, c'était à peu près ça. J'en reviendrai, j'en ai tellement assez. Ok, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Alors, je vais continuer avec l'histoire que j'ai contée sur le live TikTok, dont je n'ai pas fini. Pas pour des mauvais commentaires ou des personnes qui réfléchissent de manière à l'envers, non. C'est parce qu'en fait, je n'arrivais pas, déjà quand on improvise, des personnages, on crée des noms pour éviter d'exposer des personnes et sur qui on n'a même pas l'autorisation de raconter l'histoire, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il me fallait vraiment camoufler les noms. Là, je vais m'approprier l'histoire et je vais profiter sur ce fait en disant à ceux qui aiment bien critiquer, c'est bien de rester derrière son clavier et raconter des âneries ou alors d'être complexé parce qu'une personne parle de la manière dont vous souhaitez parler et que vous ne parlez pas. Moi, c'est pas un complexe de parler comme je parle, non. Mais après, si tu te sens complexé, je peux rien faire pour toi. En l'occurrence, ceux qui demandent d'argumenter, je n'argumente pas. Parce que à force d'argumenter, il y a certaines personnes qui ne comprennent forcément pas. Ou ceux qui argumentent ne comprennent pas. Donc, j'essaie de raconter l'histoire de la manière dont ceux aussi qui comprennent pas certains mots de manière globale peuvent comprendre, en fait. Sans parler de ceux qui ont un cerveau renversé, c'est pas ma faute. Là, c'est pas le être, mais c'est l'état qu'on choisit de subir, en fait. Donc, je vais approcher le vif du sujet tout en m'appropriant l'histoire. Désolée si je me répète, mais il fallait bien que je passe par là. Alors, Nadia, qui est neutre, a une amie qui est sorcière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que j'ai déjà énumérés. Là, ils ont continué à vivre tous ensemble. Il était temps que Nadia parte parce qu'elle était venue dans la ville à laquelle ils ont été ensemble avec son amie Clem. Mais Clem était un peu du genre sournoise, étant donné qu'elle était sorcière, une sorcière qui ne s'assumait pas. À plusieurs reprises, elle a vu des choses pas catholiques, pas vraiment agréables. Et je vous préviens déjà que Nadia ne voyait pas des choses vraiment physiques. Les choses physiques, c'était déjà qu'on peut accepter. En fait, tu peux être avec ton ami d'enfance ou autre. Elle te fait des choses tout le temps, mais tu te dis que ce sont des choses ordinaires. Bah, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui sort du contexte normal. C'est normal et tout. Voilà. Il n'y a personne qui pouvait se grapper dessus, étant donné que nous étions tous des jeunes filles. Chacun, c'est vrai, faisait sa vie de son côté, essayait de s'accrocher, mais personne vraiment ne s'attardait à certains petits détails, jusqu'à ce que Nadia commence, donc moi, Nadia, qui commence à voir des choses dans des songes. Et le pire, c'était que Clem prenait des sous-vêtements de Nadia, et surtout des sous-vêtements qu'elle aimait beaucoup. Elle passait le temps à porter, et elle les portait quand elle était souillée. Donc, quand Clem est en période d'inondation, je veux dire feu rouge, c'est là où elle prend les sous-vêtements de Nadia, elle se met à mettre sur elle et tout. Quand elle va, par exemple, chez ses copains, parce qu'elle n'avait pas un, elle porte les sous-vêtements de Nadia. Étant donné qu'elles étaient tous des jeunes filles, mais Nadia, elle avait des limites. Voilà que, après le séjour de Nadia, en fait, c'est une parenthèse, après le séjour de Nadia décide de rentrer dans la ville touristique, ou la ville
la capitale économique où elle résidait, donc Douala. Et Clem reste à Kribi, où elle vivait, étant donné qu'elle était sa vie mondaine était plutôt dans la Damawa, dont je ne vais pas citer la ville. Un jour plus tard, Clem propose à Nadia, allons à la Damawa. Tu sais, là-bas, on peut trouver des belles opportunités afin de voyager. Étant donné, je précise que Clem, elle était à la Damawa, elle suivait ses études et c'était plus crédible pour Nadia de partir là-bas, sachant qu'elle a quelqu'un là-bas qui connaît déjà le truc. Et comme Nadia voulait elle voulait un peu changer d'air et tout. Elle venait d'une relation, c'était pas tout ça et tout. Elle voulait tout changer. Et vu que la précédente relation qu'elle a eue quand elle était à Kribi, elle a rencontré un homme très important que Clem a séparé sans que Nadia ne sache. C'est plus tard que Nadia constate la vérité. Clem propose à Nadia, on peut aller à la ville touristique, comme tu as les ambitions de voyager, mais là-bas, tu peux trouver plus d'opportunités, tu es une fille brave et tout, je passe les détails. Nadia accepte, elle a besoin d'opportunités, elle a besoin de quelque chose qui va lui donner un coup de pouce et tout, elle accepte. C'est comme ça elle se prépare pour aller dans la Damawa. Et en chemin, le téléphone de Nadia sonne. Qui appelle Nadia? C'est le monsieur très important de la République. Nadia dit, mais après tout ce temps, c'est aujourd'hui que tu m'appelles. Le monsieur l'explique il lui dit, t'es seule? Elle dit, non, je suis avec ma soeur et tout, toute ignorante et naïve. Le monsieur dit, comme tu es avec elle, je te rappelle quand tu seras seule. Et surtout, ne dis pas que c'est moi qui t'appelle, crée autre chose. Je sais quand je te dis, je te parle. Elle raccroche. Évidemment, Clem me demande, mais qui t'appelait? Elle dit, non, rien, c'était un dragueur là des anciens temps, comme par hasard. Je dis, d'accord, mais c'est comme s'il te connaissait depuis. En fait, elle était toujours curieuse de savoir ce qui se passe dans la vie de Nadia et tout. Elles arrivent à la Damawa et commencent à vivre leur petite vie, les opportunités que Nadia attend. Elle ne voit rien. Elle arrive dans un lieu où Clem propose, voilà, telle personne vient du Tchad, l'autre personne vient de Nil, l'autre personne vient de tel pays. Elle dit, mais moi, c'est parce que je venais chercher ici, c'est parce que tu m'as dit. Elle me dit, mais non, par ces personnes, tu peux trouver des opportunités et tout. Nadia constate qu'en fait, c'est un autre stade. Et elle se retrouve dans un appartement où, je saute les étapes pour que ce ne soit pas très long. Elle se retrouve dans un appartement où elle se divise le loyer. La vie commence à être très difficile. Nadia dit, il faut que je construise une vie avec quelqu'un. Moi, je ne peux plus rester et vivre ce genre de vie et tout. Elle sort un soir. À son retour, elle trouve Clem avec des bougies, avec des photos entre les mains, les photos des enfants de Clem en train de pleurer. En fait, Clem n'a pas compris pourquoi. Nadia n'a pas compris pourquoi Clem pleurait. Elle arrive et dit, mais Clem, tu pleures quoi? Nadia, dans son naïveté, dans sa douceur, elle essaye de... comme elle a vu les bougies, elle n'est pas allée directement. Elle a laissé Clem faire son truc, son show. Quand elle a fini, elle dit, mais je t'ai vu pleurer tout à l'heure, qu'est-ce qui va pas? Tu avais les photos de tes enfants et tout. Méfiez-vous des gens. Vous qui passez le temps à insulter les gens dans les commentaires. Là. Parmi vous, il y a les marabouts parmi vous. Là. Parce que j'ai parlé de marabouts. Là. Vous me prenez en sandwich. Faites très attention. C'est vrai que tous les marabouts ne sont pas mauvais. Aujourd'hui, les marabouts s'attribuent des titres qui ne sont pas. Le bon, celui qui travaille, ce n'est pas un marabout. C'est un sage qui conduit. Un sage, c'est pas seulement un vieillard. Il y a des personnes qui naissent sages. À ne pas confondre avec des marabouts. Vous qui soignez de manière naturelle, avec des forces divines, ça veut dire des forces qui vous révèlent des choses édifiantes et bienveillantes pour que vous améliorez la vie des personnes. Vous n'êtes pas des marabouts, mais il y a les marabouts qui sont mauvais. Je le dis pourquoi. La vie de Nadia a commencé à basculer. Elle était prête à se marier. Quand l'autre a su cela, elle a commencé à déranger. Elle est même allée voir le copain, un inspecteur de douane. Elle est allée voir le copain de Nadia, lui disant, cette fille, elle n'est pas bonne pour toi. Je vous épargne les détails. Elle a dit tout ce qui est mauvais. Vous pouvez analyser comme vous pouvez analyser. J'évite d'être longue parce que vous dites que c'est trop long. Tellement elle a dit des choses que le monsieur s'est découragé. Il a appelé le copain de Clem. Parce que Clem avait donné le numéro de son copain. Je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas. Quand le copain de Clem cause avec le copain de Nadia, le copain de Nadia dit, le copain de Clem dit au copain de Nadia, mais t'es bête ou tu fais semblant d'être bête? Tu vois pas que ça, c'est la jalousie des femmes? Je connais ma copine et je sais ce qu'elle est capable de faire. Tout ce qu'elle t'a raconté, c'est faux. Il faudrait qu'on se voie pour parler. C'est là où tout a déclenché et la sorcellerie a commencé à être dévoilée. Et quand la sorcellerie s'est dévoilée, c'était comment? La mère de Clem est entrée en jeu. Elle a commencé à envoyer des attaques à Nadia. Nadia, la pauvre orpheline qui ne connaissait rien, elle n'avait personne pour la défendre, mais elle avait on va dire son oncle, qui n'était pas riche, mais voilà, qui avait la sagesse ancestrale, qui lui a dit, ne t'inquiète pas, ils vont te chercher, ils vont pas trouver, laisse tomber.
Clem simule une disparition d'argent. En fait, les sorciers, ils font quoi? Ils cherchent à t'accuser pour quelque chose, pour que tu ripostes, et quand tu ripostes, ils s'agrippent sur ça pour t'atteindre. Et c'est ce que Clem a voulu faire à Nadia. Nadia, donc, ne sachant pas ce qui se passe, elle a vu dans des songes, elle a vu des choses, je vous ai parlé des détails. Un matin, l'homme important du pays l'appelle, lui dit, bon, j'aimerais te parler. Et sans oublier que Nadia, c'était une personne qui priait beaucoup. Hein. Elle prie beaucoup. L'homme important lui dit, il y a ta soeur Clem qui m'a appelé un jour. Elle m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Nadia se met à pleurer. Elle dit, bon, moi, je l'ai toujours pris comme ma soeur, mais si c'est ce qu'elle t'a dit et que tu as cru, c'est pas grave. De toute façon, toi et moi, on n'est plus ensemble et tout. Donc, on a même pas eu le temps de se connaître assez, donc c'est pas grave. Le monsieur dit, non, c'est pas que c'est pas grave, j'aimerais que tu me dises. Elle a dit, bah, c'est pas vrai. L'homme important lui a dit, je sais que c'est pas vrai parce que je t'ai posé une question avant de commencer la conversation. La réponse que tu m'as donnée m'a fait comprendre qu'en fait, tu n'étais même pas au courant de ce qu'elle avait fait. Mais je t'avoue quand même que je sais pas ce qu'elle a mis sur elle. J'ai couché avec elle. Et dès le moment, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais plus à t'appeler jusqu'à ce jour où je voudrais que je t'avoue si. Quand Nadia a suivi ça, elle a raccroché et elle n'a plus jamais cherché à avoir des nouvelles de ces personnes. Et comme ça ne suffisait pas, Clem est allée raconter à sa maman que Nadia cherchait à l'arracher son copain, pourtant c'était faux, et inventait des choses. Sa maman, je ne sais pas ce qu'ils ont comploté, ou c'est dans leur sorcellerie, ou c'est dans quoi. Elle a dit à la mère de Nadia, elle a envoyé le message à Nadia, tu ne seras jamais rien, je ne vous épargne les détails, tu ne seras jamais rien, tu vas voler de maison en maison, tu vas t'envoler partout, mais tu vas jamais, tu seras jamais quelqu'un. Elle a dit des choses vraiment qu'un être humain ne doit pas prononcer à l'égard d'un autre. Et un matin, Nadia rêve qu'elle est en train de bagarrer et elle gagne le combat. Elle se réveille en sueur à 5 heures du matin. C'est la mère de Clem qui l'appelle pour lui dire si quelque chose arrivait à ses petits-enfants, Nadia serait responsable. Nadia était couchée, elle se posait la question de savoir mais ce qui se passait parce qu'elle comprenait rien. Elle vient de sortir d'un combat où elle a gagné. Mais qu'est-ce qui se passe que c'est la mère de Clem qui l'appelle? Et tout en vous rappelant que c'est la mère de Clem qui était cette personne qu'elle a battue dans le rêve. Bon, et c'est ainsi que leurs chemins se sont séparés. Et bien avant, Clem avait déjà eu des révélations, des visions et tout. Je ne veux pas des détails parce que si j'entre trop dans des détails, vous allez dire c'est trop long. Ah, tu parles beaucoup, tu dis rien, on n'entend rien, tout est mélangé. En fait, l'histoire est très longue. L'histoire a été même contée par des révélations, sans parler des personnes même qui croisaient Nadia dans la rue et qui lui disaient tu es en danger, quitte où tu es. Cette personne avec qui tu marches n'est pas une bonne personne. Elle rigole avec toi, mais c'est la pire. Même dans leur marche où elle partait. Même les amis pouvaient le voir. Seule Nadia ne voyait pas ce qui se passait. En fait, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, faites attention. Avant de marcher avec une personne, il faut checker. Chercher à connaître l'identité spirituelle de la personne. S'il y a un seul doute, mieux vaut marcher seul. La solitude, c'est dur, mais c'est mieux quand on a la paix. Oui, des personnes bonnes, on en trouve très difficilement, mais elles existent. Mais faites attention et surtout prenez soin de vous. N'abandonnez jamais la prière, jamais. Continuez, mais n'oubliez pas aussi que consulter des sages, c'est important parce que ça nous laisse en éveil en fait et ça nous donne des techniques de comment rester éveillé. N'ayez pas peur, surtout pas. Mais ne vous plongez non plus dans l'incompris. C'est pourquoi quand je dis marabout, marabout, certains racontent des trucs et tout. Non, j'insulte pas ici les marabouts, mais il y a certains qui se donnent des titres. C'est pareil, même dans des religions, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prêtres, il y a du faux partout. Mais à chaque fois où vous consultez quelqu'un, avant même de consulter, demandez du discernement. Alors, restons dans la bienveillance tous et même dans les commentaires là. Beaucoup d'entre vous aviez des problèmes. Moi, je vous ai lu, hein, je vous réponds jamais, mais je vous lis beaucoup et je comprends qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes et parfois préfèrent déverser leur frustration derrière les claviers. Ça ne va rien changer, mon cher. Certains ont des comptes masqués. T'as pas besoin. La vibration, là, c'est comme le courant électrique. C'est des ondes. Quand tu as une mauvaise énergie, on peut la lire, même si tu t'effaces. Donc, faisons souvent attention à qui on s'adresse et comment on s'adresse à la personne. Moi, je ne viens pas ici vous dire je suis, non. Je ne suis rien, je suis personne. Je suis juste une personne qui a appris à se connaître, qui a appris à travailler sur elle. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi et je rends grâce à Dieu. Oui, le Dieu, l'être suprême. Donc, restons dans la paix et l'amour. Surtout, soyons bienveillants, likons, partageons. J'ai été longue, mais je ne pouvais pas faire autrement. Allez, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Oui, bonsoir DMG. L'histoire que je vais raconter concerne une famille polygamie. Ça se passe au Cameroun en fait. L'aîné de la famille, qui était l'enfant de la première famille, était un militaire de la marine au Cameroun. Et sa maman était déjà décédée. C'est à que sa maman vivait à quelque chose comme 75 km de Douala. Elle était entrée dans une réunion secrète
Elle veut tuer l'enfant de sa épouse qui était militaire. Alors, dans la réunion secrète, on a donné une montre. On avait donné une montre que à partir de, si après 23 heures, le gars n'est pas en position, seulement il doit mourir. Bon, il s'est levé un matin, il partait au boulot, au niveau de Rond-Point. Il y a un monsieur qui l'a interpellé. Il dit que là où tu es là, tu n'as que quelques heures pour vivre. Camarade a eu à commander après une montre mystique. Il faudrait aller où tu es là, aller là-bas et récupérer la montre avant minuit. Au cas contraire, tu dois décéder. C'est comme ça que le monsieur prend la voiture. Il arrive un peu plus tôt, mais il se cache d'abord. Il ne s'est pas présenté au quartier. Il a resté avec ses amis, boire. Il est descendu au quartier aux environs de 22 heures. La maman était dans la cuisine. Elle avait déposé la montre au chevet de son lit. Dès que le gars est entré, discrètement, il allait prendre la montre. Et dès qu'il a pris la montre, il a pris ça sur le bras. Il est sorti. La maman a su qu'il était là. Dès que la maman entre dans la chambre pour la récupérer la montre, le gars avait pris la montre. C'est comme ça que la maman là est tombée, elle partait à la cuisine derrière, elle est tombée directement. Elle a rendu l'âme. C'est là où le gars a commencé à raconter ce qui s'est passé avant qu'il devait récupérer la montre. Il parlait, même étant mort, la montre était entre les mains du gars. Et après avoir enterré la main, une semaine après, elle sortait. Elle se faisait voir. Donc les gens, vous la voyez. Son pasteur est parti toujours toquer la porte de son pasteur pour demander le programme de, comme elle était protestante, programme de messe, tout le monde la voyait. C'est comme ça que on est venu prier sur sa tombe et elle ne sortait plus. C'est là où l'histoire termine. Merci bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.